Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief. La France quitte donc le Niger, ainsi que l'a déclaré voici quelques jours le président Emmanuel Macron. Ce retrait intervient ou interviendra après le Mali puis le Burkina Faso et dans un environnement général sahélien plutôt hostile à la France. Plus généralement, cette région d'Afrique est dans la tourmente depuis plusieurs années, affichant son panafricanisme, mettant en question les pouvoirs élus et les systèmes en place et changeant radicalement les alliances. Ce qui s'est produit dans les pays de la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, s'étend quoique différemment, sous d'autres formes, à d'autres États de la région, République centrafricaine, Soudan, Guinée-Conakry et dans d'autres pays de la zone. Que s'est-il donc passé pour que ces populations, les nouveaux pouvoirs étant soutenus par ces populations, pour que ces populations donc changent ainsi? Un cumul de raisons expliqué par les universitaires et les analystes politiques intéressés par l'Afrique. Ça va du clanisme du pouvoir politique à l'insécurité grandissante en passant par la corruption, la perception de stagnation par les populations et bien entendu le réchauffement climatique. Et tous ces facteurs induisent des mouvements de population bouleversant ainsi les équilibres économiques essentiellement agricoles. La France s'en va donc petit à petit de pays en pays, mais la géopolitique, comme la nature, a horreur du vide. Elle est donc remplacée, la France, petit à petit, progressivement, différemment, par la Chine, les États-Unis, la Russie essentiellement, chacun de ces pays étant animé par une volonté qui lui est propre, politique, économique, sécuritaire. Un retour sur le Sahel donc, un focus plutôt, avec nos invités qui chacun dans son domaine nous expliqueront les raisons de cet éveil sahélien. C'est Abdeltef Komat, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca à l'université Hassan II, bien entendu. Merci d'être avec nous. C'est Mustafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit et vous êtes politologue à l'université Mohamed V, donc Rabat. Merci aussi d'être avec nous. Université Mohamed V de Rabat aussi, c'est Hicham Hafid. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes spécialisé en économie africaine et vous avez édité en 2019 avec Mohamed Chkoundi un livre intitulé donc À la croisée des chemins, l'Afrique et mon continent et le Maroc acteur majeur de la coopération afro-africaine. C'est bien ça? Exactement. Oui. Bienvenue à vous trois. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, on va commencer par une question groupée. Donc, un éveil brutal en Afrique sahélienne, entre coups d'État, renversement d'alliances, découverte de ressources minières. Ça a donné pas moins de 7 renversements de pouvoir et plus de retournements d'alliances, que ces retournements soient marqués ou masqués. Je commence par vous, Hicham Hafid, votre lecture globale de la situation. Ben écoutez, je pense que la situation que vit aujourd'hui le continent africain et ces changements géopolitiques est une situation très complexe et compliquée à analyser, dans la mesure où aujourd'hui le changement, la rivalité des puissances étrangères et également le changement climatique ont impacté le continent africain, dans la mesure où aujourd'hui ces bouleversements, ces mouvements politiques qui se passent au Mali, au Burkina Faso et au Niger risque de s'étendre vers d'autres pays. D'autres pays, bien évidemment, qui constituent la zone de confort de l'Union européenne, voire et plus particulièrement de la France. Et je cite quelques exemples des pays comme par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, qui sont des amis fidèles de la France et qui également risquent d'avoir des changements au niveau politique. Il y a aussi le risque également de ces... Rien ne l'indique vraiment, mais enfin bon, c'est votre Oui, analyse. effectivement, si mon analyse, ça m'engage que moi. Il y a un deuxième risque également, qu'aujourd'hui l'Afrique est pleinement dans le processus de l'intégration régionale. Et nous voyons ensemble que ces bouleversements, ces coups d'État, ont en quelque sorte montré l'incapacité de l'Union africaine et également de la CEDEAO quant à l'intervention, le règlement de ces changements politiques. Et bien évidemment, les Comog, c'est la commission chargée de le maintien de la paix et ainsi de suite, qui a montré son incapacité par rapport à la gestion de ces conflits. Et à cela s'ajoute également le changement climatique, qui aujourd'hui crée des problèmes énormes en matière de conflits interethniques. C'est bien sûr, soit entre des ethnies ou entre agriculteurs et éleveurs. Et ça, c'est très intéressant, qui s'ajoute à ces situations.
Mais néanmoins, cette situation présente une opportunité pour le continent africain. Donc, avec ces changements des régimes politiques, ça pourra bien évidemment avoir un impact extrêmement important sur la population, au niveau des réformes, au niveau également de la diversification des moyens de financement, pour pouvoir bien sûr entamer le processus de diversification économique. Parce que la présence de cette rivalité stratégique entre les puissances au sein de l'Afrique, on a le sentiment que la guerre en Ukraine est en train de se transformer ou se déplacer vers le continent africain. Donc l'Afrique aujourd'hui, surtout, effectivement, l'Afrique francophone devient un champ de bataille entre les grandes puissances. Nous avons la Russie et la Chine qui s'imposent davantage, les États-Unis qui se positionnent et l'Europe qui s'interroge sur comment peut-on maintenir notre présence et ainsi de suite. Donc au-delà de ces présences, de ces problèmes ou ces risques, il y a l'opportunité qui se présente à l'Afrique de l'Ouest et notamment à l'Afrique francophone, dans le cadre bien sûr de financement, dans le cadre d'un nouveau décollage socio-économique. Voilà grosso modo un peu cette situation et ses impacts sur l'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier. Très bien. Vous avez brossé un tableau global. Effectivement, on va revenir sur pratiquement chaque point dans le détail. Alors, Abdeltif Komat, si Hicham Hafid nous dit qu'il y a un risque que ces événements infusent dans la région, mais qu'il y a une opportunité parce qu'il se passe une sorte d'intégration régionale en devenir. Vous en pensez quoi? Donc, encore une fois, la lecture de la situation. En fait, en Afrique, on est habitué de temps en temps à avoir des coups d'État, mais c'était dans des échéances relativement assez éloignées. En fait, ce qui est nouveau, c'est que quand même ces coups d'État sont survenus sur une période assez courte et qui ont touché pratiquement plusieurs pays, un laps de temps plus ou moins rapproché. Et cela, certainement, a des explications contextuelles. Bien évidemment, il y a la question de la géopolitique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la question de la guerre, la lutte entre les puissances, et puis le potentiel. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte du potentiel que représente l'Afrique pour l'avenir. On parle aujourd'hui de 2,5 milliards à l'horizon 2050. Il y a les potentialités économiques, il y a la jeunesse aujourd'hui, pratiquement, dans certains pays, c'est pratiquement 60% de la population qui a moins de 60 ans. Donc il y a un enjeu qui est nouveau, qui a fait qu'il y a cette convoitise. Ça d'une part, mais également il y a de l'intrinsèque. Il y a en fait des phénomènes qui sont internes, notamment à ces pays-là. C'est vrai, après 50 ans, 60 ans en fait, de colonisation, ces pays aspirent à un avenir meilleur. On connaît en fait aujourd'hui leur classement au niveau par exemple de l'indice de développement humain. Ils sont pratiquement parmi les 20, les 25 derniers pays au niveau international. Donc il y a tous les indicateurs aujourd'hui, sur le plan de développement économique, sur le plan social, sur le plan de développement humain, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, ce sont des pays qui aujourd'hui occupent un rang très en retard par rapport au reste du monde. Et donc, il était en fait, bon, je dirais normal, vu ce croisement entre un peu ce qui se passe en intérieur, cette dynamique interne, cette aspiration à vivre mieux, mais également ce croisement de phénomènes externes, un contexte géopolitique qui ont fait que pratiquement aujourd'hui, il y a, je dirais, cette multitude. En fait, aujourd'hui, il y en a 3-4 qui ont vécu cette situation, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et bien sûr, il y a également aujourd'hui ce qui se passe sur un plan régional, parce qu'il faut dire que pratiquement ces pays se situent dans une région rapprochée. Il y a la CEDEAO, il y a les communautés économiques régionales, il y a également, et ça peut-être on va en parler tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces regroupements ne jouent pas peut-être un rôle politique ou militaire pour justement essayer d'intervenir. Et donc tout cela fait que nous sommes dans une région qui est aujourd'hui en mouvement. Alors, est-ce que peut-être ça va déclencher en fait une mutation, un changement qui est dans le sens de l'intérêt de la population? Peut-être oui. Parce que c'est vrai, les grandes civilisations ne se sont pas construites que d'une manière douce. Parfois, pour arriver à un stade de développement, de maturité, on passe par des périodes difficiles. Peut-être ça sera le cas de ces pays, mais c'est à eux de prendre ça en main et de s'auto-gérer et d'avoir une vision que tout cela n'arrive pas que sur des choses négatives, mais peut-être une transformation qui serait dans l'intérêt de ces populations. Alors, Mustafa Sahimi, votre vision globale, avant de focuser, avant de zoomer sur les différents détails, et j'en profite pour la lier à une autre question.
vous ai posé en tant que politologue, quelles sont les raisons sociologiques qui font qu'il y a eu ces mouvements de population? Parce que bon, sur les 3 dernières années, il y a quand même eu une accélération de l'histoire. Il y en a qui parlent de la fin de l'histoire, mais il y en a d'autres qui font une accélération de l'histoire. Alors, peut-être une première observation générale pour nuancer ce qui a été dit. Quel est le continent ou quel est l'espace géopolitique où les choses sont pacifiées? Pas. Nous avons aujourd'hui en Europe une guerre en Europe. L'Ukraine est en Europe. Bien. Je ne parle pas du Moyen-Orient, qui est un chaudron. À part ça, c'est pacifié en Asie ou en Amérique latine, c'est pacifié. C'est pacifié en Asie. C'est pas pacifié. Il y a encore des mouvements sécessionnistes. Il y a encore de gros contentieux avec des risques de guerre entre l'Inde et la Chine, par exemple. Nous sommes dans un schéma de forte conflictualité. Regardez ce qui se passe en Amérique latine, etc. Donc, il y a une situation de désordre et d'instabilité institutionnelle qui vient de ceci, qui vient du craquement d'un certain ordre international qui prévalait depuis 1945. Fondamentalement, il y a aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture sismique, si je puis dire, et donc il y a des plaques tectoniques qui sont en train d'évoluer aujourd'hui, qui conduisent à des bouleversements majeurs dans le système international. Pour ce qui est de l'Afrique, il ne faut pas, me semble-t-il, c'est là où je voudrais nuancer ce qui a été dit, il ne faut pas majorer l'importance des interférences étrangères. C'est vrai que c'est un phénomène nouveau, mais elles ont toujours existé, même si maintenant elles sont plurielles. Auparavant, comme ingérence étrangère, il y avait la France, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait les États-Unis et il y avait l'URSS, l'ex-URSS. C'était ça, les acteurs extérieurs qui pesaient dans un sens ou dans l'autre dans le continent africain. Quelque part, oui, mais chacun avait un rôle. Voilà, vous avez raison de le relever. Il y avait une situation donc de stabilisation relative. Chacun avait sa sphère d'influence, ses zones d'influence, etc. Et chacun faisait donc le ménage, si besoin était, dans son périmètre. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que le nombre des acteurs a changé. Avec quels nouveaux acteurs? La Chine, c'est extrêmement important. La Chine, mais on va revenir probablement sur les modes d'influence de la Chine. La Chine qui est là, qui est présente. La Russie, mais sous de nouvelles formes, avec une militarisation de la présence et de l'influence russe, la Fédération de Russie, avec notamment Wagner, j'y reviens pas. Il faut ajouter un nouvel acteur qui est la Turquie. La Turquie est très présente dans le continent africain. Et puis évidemment les États-Unis qui sont là, qui ont paru marquer un certain intérêt pour le continent, puis qui se sont retirés, puis qui reviennent avec, notamment, décembre dernier, il y a eu quand même à Washington une conférence organisée par le président Biden sur les États-Unis d'Afrique avec de gros projets. Ça, c'est le premier volet. De ça, vous parlez aussi du sommet Russie-Afrique qui a eu lieu en juillet. Oui, ça participe du même phénomène, c'est-à-dire que chacun des pays entend tisser un réseau et un maillage d'influence propre. Alors, on a Japon-Afrique. On a Russie-Afrique. On a États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, etc. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant qui contribue à activer les concurrences dans le continent. Et peut-être même à les exacerber. Alors, sur les raisons sociologiques, ça c'est le premier. Le deuxième volet sociologique, vous faites bien de le rappeler, c'est le fait qu'il y a un phénomène générationnel. Ce sont des pays, pour ce qui est de l'Afrique francophone en particulier, des pays qui sont indépendants depuis les années 60, en gros, donc depuis les années 60. Et donc c'est une génération qui était au pouvoir, qui est restée longtemps, qui s'est renouvelée, mais sur la base d'un phénomène de cooptation. Et les données démographiques, sociales et culturelles, chacun des pays ont changé. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles générations. Nouvelles générations qui sont ouvertes sur l'international, qui sont mieux éduqués. C'est fini, les petits paysans africains, analphabètes, etc. De nouvelles générations, donc estudiantines, jeunes, ouvertes sur le monde, et qui aspirent évidemment à jouir des droits et libertés qu'ils voient sur les réseaux sociaux et dans les pays étrangers. Il y a cet aspect-là qui est complété par un autre élément, c'est quand même l'échec des régimes en place. Globalement,
ce sont des régimes qui n'ont pas toujours assuré les conditions d'un bon développement durable, équitable, sur la base de la justice sociale, de la solidarité nationale. Ça a été surtout des oligarchies, parfois des familles qui ont donc squatté le pouvoir, parfois le père et le fils, tout ça, etc., sans parler de la reconduction de mandats présidentiels, deuxième mandat, troisième mandat, etc. J'y reviens pas, c'est connu. Et ce qui fait que ça crée un sentiment de frustration et de rejet de la part de ces nouvelles élites africaines qui se manifestent, qui se mobilisent et qui sont présentes sur le terrain. Et dont on a entendu les discours virulents à l'Assemblée générale de l'ONU. Les différents représentants des pays du Sahel, pour rester dans cette région, ont eu des discours quand même relativement virulents. Alors ce que vous dites, Moustapha Sahimi, c'est un échec des régimes précédents. Oui. C'est une relève des générations, mais c'est aussi, Abdeltef Komat, une économie. Alors, c'est une zone qui considérait, le Sahel est une zone qui considérait, vous l'avez dit, comme l'une des plus pauvres de la planète. Alors, quand on parle de Sahel, la bande sahélo-saharienne, ça va de la mer Rouge à l'Atlantique. Comment vous voyez chacun question très complexe parce que c'est comment voyez-vous la situation économique, chacun des pays ayant ses spécificités. Si on va de la Guinée-Conakry jusqu'au Soudan, c'est-à-dire de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, il y a des remous un peu partout dans ces pays-là, et pourtant ils ont une situation économique qui, pour être similaire, reste différente. Comment vous voyez la situation? Comment se présente la situation? Effectivement, en fait, il y a une structure de l'économie qui est dominée notamment par l'agriculture, peu d'industrie, les services, mais essentiellement des services, je dirais, informels. Et ce qui fait que, par exemple, si on prend les 5 piliers, ce qu'on appelle le G5, qui constituent l'ossature des pays du Sahel, si on voit la structure de leur économie, pratiquement 50% en fait, de la population travaille dans l'agriculture, mais l'agriculture ne crée que 25 à 30% de la valeur ajoutée. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas devant un secteur agricole développé, moderne. Nous avons les services qui pratiquement créent 50% de la valeur ajoutée, mais ce sont des services essentiellement informels. Et bien évidemment, il y a quelques activités de l'artisanat, etc. Mais par contre, ce sont des pays qui sont potentiellement riches, notamment par leurs matières premières. Aujourd'hui, on sait que ces régions regorgent de minerais, de pétrole, etc., mais sont, je dirais, insuffisamment exploités, ou peut-être injustement exploités. C'est peut-être un peu ce qui crée justement ce rejet d'une domination occidentale qui peut-être profite davantage que la population locale de ces richesses. Et donc ça crée un contraste, c'est que théoriquement, ce sont des pays, bien que, bien sûr, il y a la question climatique, etc., mais de l'autre côté, même parfois, le climat, ils ont des réserves d'eau, ils ont un certain nombre de terres agricoles, etc. Donc, ce n'est pas, en fait, la situation géographique qui les pénalise sur le plan économique. Mais peut-être c'est au niveau de ce qui est, en fait, actionné comme politique économique en interne, mais également la nature, un peu, de la relation avec les puissances occidentales, qui peut-être, le virage n'a pas été bien négocié. On a vu certains pays dans lesquels il y a eu du nationalisme. Il a été bien négocié, mais pour une zone et pas pour l'autre. Peut-être, oui, on peut dire ça effectivement. Aussi. Effectivement, et ce qui fait que la population n'a pas beaucoup profité durant ces 50 dernières années de cet élan économique, et c'est ce qui a créé peut-être cette frustration, ce rejet de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, du responsable de cette situation. Est-ce que c'est le vrai responsable? Peut-être il y a une partie de la responsabilité, mais il y a également une responsabilité interne, parce qu'il y a une élite politique qui assume ses responsabilités. Peut-être qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout de ses responsabilités. Et donc, ce qui fait que, s'il s'agit de résumer la dimension économique, c'est une dimension qui est en deçà du potentiel, et qui expliquerait un peu peut-être cette situation. Bien sûr, il y a la dimension sécuritaire qui est fondamentale, la question sécuritaire de ces régions. Je dirais c'est même le centre d'intérêt des partenaires occidentaux. Si on voit par exemple le programme initié par l'Union européenne depuis 2008, qu'ils appellent le plan de développement sécuritaire et je dirais alimentaire de la région, il fait un mixage entre le côté sécuritaire et le côté développement. Donc c'est une région qui ne peut pas aspirer au développement sans intégrer la dimension sécuritaire. Et bien sûr, il y a la question de la gouvernance, il y a la question politique, etc. Donc ce qui fait que nous sommes devant une complexité de laquelle, en fait, l'économie pâtit.
Et ce qui fait que nous ne sommes pas au bout de ce que peut justement sortir comme élan économique dans ces régions. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui il y a cette dynamique politique mais également sociale pour essayer peut-être de trouver un autre élan économique pour justement profiter de ces potentialités de richesse qui aujourd'hui sont avérées mais ne sont pas exploitées correctement dans l'intérêt de la population. Alors, Hicham Hafid, oui, on a entendu l'exposé du doyen Komat. Ce sont des pays qui sont en désordre institutionnel, mais c'est aussi des pays qui sont extrêmement riches dans leur sous-sol. Alors, on a tout, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a du gaz, je pense même, je ne sais pas, d'autres minerais. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle cette fameuse malédiction des ressources naturelles ? Je vous vois sourire parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent sur l'Afrique, mais l'abondance des ressources naturelles n'a jamais été une malédiction ou une entrave au développement. Si nous regardons aujourd'hui dans le monde entier, on s'aperçoit que les ressources naturelles ont servi de base pour le développement et de l'émergence de certains pays. Le cas des pays du Golfe, où le cas de la Norvège est particulièrement édifiant dans ce sens. Donc les ressources naturelles ont toujours contribué au développement. Mais c'est une ressource naturelle, ou le gaz ou le pétrole, ce qui n'est pas le cas des pays africains. Ça reste une richesse. On laisse oui, ça reste une richesse de ressources naturelles. Mais le problème, c'est que même les études qui ont été faites ont montré qu'il y a un lien de corrélation très étroit entre les ressources naturelles et le PIB par habitant, par exemple, ou la paix sociale ou la stabilité socio-économique, socio-politique plutôt. Et à chaque fois, quand on parle, même dans toutes les études, bien sûr faites par les instances internationales ou régionales, quand on parle de l'abondance des ressources naturelles, est complètement associé au continent africain. La malédiction des ressources naturelles est associée. Mais le problème ne réside pas dans l'abondance des ressources naturelles. Le problème réside dans la gouvernance des ressources naturelles, surtout en Afrique. Quand on parle, bien évidemment, est-ce qu'il y a énormément de questions qui se posent. Est-ce qu'il y a vraiment une meilleure gestion de ces ressources naturelles? Est-ce que les recettes de ces ressources naturelles sont investies dans la diversification économique, et ainsi de suite, dans la lutte contre la corruption, dans l'amélioration du climat des affaires, et ainsi de suite. C'est ça la question principale. Mais en général, l'abondance des ressources naturelles n'a jamais été une entrave au développement. En parlant, bien sûr, si nous regardons par exemple le pétrole ou le gaz, à chaque fois on dit que l'Afrique regorge de pétrole et de gaz, alors qu'il n'y a que 4 pays qui produisent, à savoir l'Algérie, la Libye, le Nigeria et l'Angola. Donc l'Angola sont des 4 pays qui produisent même pas 30 ou 39% des réserves mondiales. Donc il n'y a pas assez de ressources naturelles qui, bien sûr, qui peuvent... vous rapportez ça à la population, c'est quand même important, c'est vous rapportez ces richesses à la population. Exactement, c'est la gestion, la gouvernance des ressources naturelles qui pose problème en Afrique. Donc comment peut-on tirer profit de cette exploitation des ressources naturelles, transformer une partie sur place et investir dans la diversification économique. L'exemple d'Algérie est fortement édifiant dans ce sens. Donc une forte concentration sur les exportations des hydrocarbures, une faible diversification économique, voilà le résultat qu'il encaisse aujourd'hui le pays. Donc le problème réside au niveau... 95% des exportations sont des produits non transformés. Exactement. Le problème réside... Le Qatar, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, sont en train de devenir des puissances régionales, grâce bien sûr à l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc le problème ne réside pas en lui-même dans l'abondance des ressources, mais dans la gestion et la gouvernance de ces ressources naturelles. Voilà un peu... Très bien. Donc c'est bien la gouvernance, mais c'est aussi, d'une certaine manière, et vous en parliez, professeur Komat, l'ingérence ou les relations qu'il y a avec certains pays, certaines puissances occidentales. Alors, Mostafa Sahimi, comment on peut expliquer, pour appeler les choses par leur nom, cette attitude anti-française qu'on peut relever qu'on a relevé dans bien des pays de la région, qui est explicitement exprimée par les pouvoirs en place? Le Burkina Faso demande à la France de s'en aller, le Mali demande à la France de s'en aller, le Niger demande à la France de s'en aller. Pourquoi il y a ça? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience sur le fait que les contrats sont des contrats léonins, que les relations ne sont pas équilibrées, voire même déséquilibrées? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? C'est la rançon d'une politique depuis les indépendances, depuis les années 60. On a parlé de ce sujet de la France-Afrique.
C'est intéressant comme concept. C'est un concept qui avait été créé donc, par un certain nombre d'auteurs. La France-Afrique, c'est un système... C'est un concept qu'on attribue par erreur à Foccart, alors qu'il remonte aux années 40, 45. Oui. Alors, avant même les indépendances. Oui, mais il a été actualisé par Foccart. Immortalisé par Foccart, on va dire. Très bien. Alors, c'est quoi ce concept, ce système de la France-Afrique? C'est un système de bienveillance, c'est un système de tutelle, et c'est un système qui conduit donc à une souveraineté limitée des pays concernés. Fondamentalement, c'est un rapport hégémonique. J'allais dire de domination, je corrige, hégémonique, c'est-à-dire que les centres de décision étaient formellement dans les pays concernés, les pays de l'Afrique centrale, mais de fait, les vrais centres de décision étaient à Paris. Je vais vous donner un exemple tout de même, c'est sur le franc CFA. On va y revenir. Le franc CFA, c'est un exemple typique, caricatural, c'est un cas d'école de domination monétaire, puisqu'une partie des recettes en devises des pays concernés sont déposées donc auprès du Trésor français et que l'utilisation des recettes d'exportation est soumise à l'agrément des autorités françaises, la direction du Trésor, du ministère des Finances. Bon, donc c'est quand même quelque chose. Et c'est là une survivance totale d'une politique coloniale qui est devenue néocoloniale. Il y a également des centres d'intérêt qui sont liés, et des réseaux d'intérêt qui sont liés à cette France-Afrique. C'est le fait que les grandes entreprises françaises bénéficiaient d'une priorité absolue dans les marchés publics. Il y a des accords secrets qui ont été rendus publics dans les années 60, au moment des indépendances. C'est une liste de 11 points. Ah oui, mais ça n'a jamais été démenti. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça n'a jamais été démenti. Est-ce que ça a été confirmé ou prouvé? Non, je retiens autre chose. Ça n'a jamais été démenti. Vous savez bien qu'on ne dément pas ce genre de choses. Ah oui, mais il y a des canaux pour démentir. On fait travailler des historiens pour dire que c'est des faux et que des manipulations. C'est un fait qu'il y avait des accords d'indépendance des années 60 signés entre la France et un certain nombre de pays colonisés, comprenaient des clauses secrètes. Et dans tous les accords internationaux, vous savez qu'il y a des clauses secrètes. Ça existe partout, c'est une pratique diplomatique courante. Ce qui est intéressant, donc, c'est quand même ce système de domination, priorité aux entreprises françaises pour les grands marchés, c'est-à-dire les grands travaux d'infrastructure, les appels d'offres, les armes, etc. Donc c'est important. Et puis aussi le fait sur cette France-Afrique, le fait qu'il y avait se surajoutait une domination politique quant au choix des élites, à la cooptation et aux positions de ces pays sur la scène internationale. Alors, Mustafa Shehimi, Hicham Hafid parlait du franc CFA. Je voulais un peu rester sur ça. C'est quoi le franc CFA? Alors, dans l'histoire, c'était quoi le CFA? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire franco-africaine. Communauté, le sigle CFA. Ça veut dire communauté franco-africaine. Franco-africaine. Tout à fait. Et maintenant, c'est communauté financière africaine. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, en fait, au départ, c'était colonie française d'Afrique. Voilà. C'était bien ça le sigle. Et maintenant, c'est devenu communauté française. Alors, c'est quoi l'éco? C'est quoi le CFA? On parle de 50%, enfin, dans le temps, des réserves en or, des réserves en devises. On parle de l'indexation du CFA sur l'euro. Alors, forcément, c'est pas les mêmes économies. On parle de le faire évoluer. Il a été question de le faire évoluer en éco. Comme par hasard, l'éco, c'est aussi la monnaie qu'on voulait se donner, la CEDEAO. Allez, une petite histoire du franc CFA. Ça vit son œuvre et il en est où aujourd'hui? La question de dépôt de 50% a été modifiée ces dernières années, plutôt en 2018. Donc, les pays faisant partie bien sûr de l'UMOA, qui sont alors il y a deux zones CFA. Effectivement, qui sont au nombre de 8, ils ne sont pas obligés de déposer 50% auprès du Trésor public français. Donc c'est juste pour Très bien. Maintenant, ils étaient obligés. Aujourd'hui, ils ne sont pas obligés. La question de franc CFA, bien évidemment, est adoptée que je viens de dire maintenant, par 8 pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, qui ont la langue française comme une langue officielle et qui adoptent le franc CFA comme étant une monnaie nationale et avec un régime de change fixe à l'euro. Donc voilà, les 8 pays font partie de la CEDEAO.
Il y a aussi un autre bloc qui... Alors, excusez-moi, je vous coupe encore une fois. Quand il y a une corrélation ou une indexation du CFA sur l'euro, l'euro étant une monnaie qui est adossée à une économie forte, donc forcément, ils ont besoin d'un euro qui soit fort. Et quand l'euro est fort, ben, le CFA monte aussi. Et ça grève les économies locales. Bien, c'est un régime à taux fixe. Donc, quelle que soit la demande ou l'offre des CFA ou de l'euro, donc le taux de convertibilité est le même. Donc, c'est ce cas, la fixité. C'est pénalisant pour les économies. Effectivement. Bien sûr, ça empêche... Ça empêche une politique monétaire flexible. Effectivement. Il y a un autre bloc, le bloc qui fait partie de la même communauté économique régionale de la CEDEAO, ce qu'on appelle la zone monétaire ouest-africaine, qui englobe 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui n'ont rien à voir avec le CFA. Donc, qui ont bien sûr un régime de change flexible et qui détiennent une grande partie du PIB ouest-africain, voire de l'Afrique. Donc, plus de 70%, de 62% du PIB par rapport de la CEDEAO, 80% de la population, 20% de la population africaine, et ainsi de suite. Donc, et adoptent un taux de change flexible, flottant et flexible. Donc, voilà un peu quelques divergences par rapport... Ils n'ont pas le CFA, oui. Non, pas le CFA. Non, pas le CFA. Mais est-ce qu'il n'y a pas 2 zones CFA, l'UMOA et la CM... Donc, il y a l'UMOA qui est composé, bien sûr, qui est composé de 8 pays. Donc, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Le CFA, il y a 8 pays sur le CFA. Pays qui adoptent, bien sûr, qui ont la langue française comme une langue nationale, et le CFA comme étant une monnaie nationale, bien sûr, adossée à un taux de change fixe. Il y a le ZMAO, c'est-à-dire la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui adopte, bien sûr, une autre monnaie, pas différentes monnaies. Donc nous avons le Nigeria, le Ghana, la Gambie, je pense Guinée-Bissau et autres. Et il y a un autre pays qui est le Cap-Vert, qui a l'escudo capverdien. Donc voilà, cette divergence pose un véritable problème au niveau de l'intégration monétaire et au niveau également de l'adoption de l'ECO. Parce que si nous regardons aujourd'hui le processus de l'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest est passé, il a été reporté plusieurs fois. Donc, il aurait dû être adopté en 2003. Ça bloque sur ça. Effectivement. Ça bloque sur les monnaies. Effectivement. 2003, 2005, 2009, 2020. Et aujourd'hui, il a été, bien sûr... C'était quoi les grands changements qu'il allait y avoir par rapport au CFA? Entre l'ECO et le CFA, est-ce qu'il y avait des changements C'est-à-dire adopter, les 15 pays vont fédérer vers une seule monnaie commune. Monnaie unique. Voilà. Monnaie unique. Non, ça c'est l'ECO CEDEAO. L'ECO CEDEAO, exactement. Bien, mais il y a eu cette tentative qui avait été annoncée par le président Macron de faire évoluer le CFA en une autre monnaie qui s'appellerait l'ECO. L'ECO, c'est la monnaie commune de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas une monnaie qui remplacerait uniquement le CFA, donc c'était intégrer la monnaie de la CEDEAO. Exactement. Elle a été défendue par le président ivoirien Alassane Ouattara, bien sûr. Mais le problème, c'est que si nous regardons maintenant aujourd'hui cette intégration monétaire, donc elle fait partie bien sûr de 5 étapes de l'intégration régionale, et constitue un processus, un projet extrêmement important, mais qui nécessite bien sûr certaines règles au niveau de la convergence des politiques publiques et au niveau également des résultats macroéconomiques. Il y a certains critères de premier rang de convergence, d'autres critères de deuxième rang de convergence qui ont été modifiés en 2018 ou 2020. Donc le critère de premier rang, c'est au niveau de la déficit budgétaire qui ne doit pas dépasser 3% du PIB. Le taux d'inflation qui doit être inférieur à 10%, le financement également de la dette publique, ainsi de suite. Mais si nous regardons d'une manière générale avec la crise en Ukraine et la Covid et ainsi de suite, donc ces convergences, au lieu de créer une sorte de convergence entre les différents pays, donc il y a une sorte de divergence, même au niveau de taux de change. Donc nous avons un bloc de pays qui adopte un taux de change fixe et un autre bloc qui adopte un taux de change flottant. Alors, c'est sympa, mes amis, parce que chacun me donne la transition pour la question à l'autre. Au niveau du CFA, avec Mustafa Sahimi pour Hicham Hafid. Et maintenant, pour vous, professeur Komat. Alors, la CEDEAO, justement, il était question, elle a été créée en 1975 pour créer une convergence économique, pour créer une sorte d'union économique qui fasse sens. Puis, les Comoques, vous en parliez tout à l'heure, donc c'est la force d'intervention, etc., qui a marché pour des pays comme le Libéria, je pense, ou le Sierra Leone. Sierra Leone, oui. Voilà, Sierra Leone, mais qui n'a pas beaucoup servi pour le Niger. Maintenant,
Au niveau économique, qu'est-ce qui fait que la CEDEAO, ça manque autant de dynamisme? Alors, il y a bien entendu des raisons objectives. Il y a la diversité linguistique, il y a la diversité monétaire, il y a le déséquilibre des économies. Mais est-ce qu'il y a ça que vous pouvez développer ou il y a autre chose aussi? La CEDEAO, en fait, ça reste un endroit où on fait des réunions, quoi. C'est à l'image de l'Afrique d'une manière générale. Vous savez que l'Afrique est composée de 8 en fait, communautés économiques. Le problème, c'est un problème d'intégration économique. L'Afrique, aujourd'hui, elle est à 1/3 de son potentiel en termes d'intégration économique. Et justement, ce déficit d'intégration économique, c'est un cumul de non-intégration économique au sein des communautés, notamment la communauté de CEDEAO. Donc, c'est un problème qui pénalise l'Afrique, parce que les échanges commerciaux entre les pays interpays africains est très faible. Le commerce entre les pays ne représente pas grand-chose au niveau du commerce international. Alors bien sûr, il y a plusieurs explications. Il y a l'explication, en fait, notamment de la non-complémentarité de ces économies. Vous savez que ce sont des économies à dominante minière, à dominante matière première, à dominante agricole, alors que tous leurs besoins en technologie, en biens d'équipement, ils les importent. Et donc, finalement, cela se répercute justement sur l'intégration économique. Alors, bien sûr, il y a également des interférences en termes d'intérêts des pays, notamment partenaires occidentaux. Chacun préserve ses intérêts et bien sûr, cela est au détriment du commerce sud-sud. Vous savez que Sa Majesté, par exemple, lorsqu'il demande à aller dans le développement en fait, d'un partenariat sud-sud, justement pour remédier à cela, parce que l'essentiel de notre commerce, on le fait avec des pays notamment occidentaux. Et donc ce qui fait que tout cela a fait que la CEDEAO n'est pas allée jusqu'au bout, comme le cas d'autres communautés économiques, jusqu'au bout en termes d'objectifs de développement et d'intégration économique. Et bien sûr, une des raisons, c'est également ces perturbations politiques. Et c'est ce qui a poussé la CEDEAO à changer son statut, en fait, à revoir son statut en 1993 pour se donner justement cette assignation d'intervention politique. Et c'est ce qui a poussé à la création, en fait, d'une force armée de 6500 hommes pour justement des interventions militaires au cas où il y aurait des perturbations politiques dans des pays. Donc, bien sûr, il y a le cas du Sierra Leone et de Libéria en 90, mais il y a eu carrément l'institutionnalisation de ce rôle politique à partir de 1993 avec un changement de statut et puis la constitution de cette force d'intervention rapide, etc. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? Parce que c'est vrai pour le Niger, on sait qu'à un certain moment, le CEDEAO a mis en garde le Niger et a voulu intervenir militairement. Mais il y a eu quand même un retrait par rapport à cette position. Oui, parce qu'il y a deux autres pays, Burkina Faso et Mali, qui ont dit qu'ils allaient soutenir le Niger en cas d'intervention. Parce que la situation que vit la CEDEAO, c'est que 4 pays sur les 15 sont touchés justement par des coups d'État. Et ils sont soit sanctionnés, soit aujourd'hui, donc il y a des sanctions qui font que la situation n'est pas normale. À la rigueur, si c'était un pays sur les 15 qui est perturbé, on aurait peut-être, ça aurait été plus facile pour la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il y a pratiquement 30% des pays qui sont dans ces situations, dans ces mouvements. Il y a cette solidarité entre les pays, les 4 pays qui sont justement... Et donc finalement, la CEDEAO se réserve en fait le droit de créer peut-être, avec ses interventions, carrément son éclatement. S'il va jusqu'au bout d'une intervention militaire dans l'un de ces pays-là, peut-être que ça sera... peut-être un blocage ou la fin d'un projet qui n'est même pas encore abouti, parce que l'objectif initial de la CEDEAO, c'était essentiellement un objectif économique. Aujourd'hui, le côté politique et le côté instabilité, le côté sécuritaire prend le dessus, mais la finalité principale, c'est l'économique, et il ne faut pas justement remédier ou peut-être aller à l'encontre de cet objectif pour des interventions politiques qui peut-être ne vont même pas aboutir à leurs objectifs. Et donc, finalement, il y a eu en fait une réserve et en fait, voir les choses, comment ils vont évoluer. Alors, je vous vois exprimer la volonté de vous exprimer. Mustafa Sahimi, allez-y, de réagir. Une nuance, si vous le permettez. C'est un cas intéressant d'une organisation régionale qui avait des finalités d'ordre économique et qui s'est risquée
à dépasser ce périmètre économique pour se préoccuper de paix et de sécurité. Sur le plan économique, d'abord, il y a quand même un déséquilibre au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 16 pays avec le Nigeria. Le Nigeria, c'est 60% du PIB de la CEDEAO. Et donc, c'est une voix qui compte. Et il y en a 15 autres qui font 40%. Donc ça, c'est le premier point. C'est sur impulsion du Nigeria, d'ailleurs. Ah oui, qui est là parce que, évidemment, ça compte. 60% du PIB, de 110 millions d'habitants, ça compte dans la balance. Le deuxième point, toujours dans le volet économique, c'est le fait qu'il y a une difficulté à des politiques d'harmonisation du fait des problèmes monétaires. On en a parlé, il faut coordonner tout ça, d'arriver à une monnaie unique, c'était prévu, ça a été reporté, tout ça, etc. Et je doute personnellement que dans un avenir prévisible, les années à venir, il puisse y avoir une monnaie unique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts en jeu. Il y a des intérêts en jeu. Une monnaie unique implique une banque centrale. On est loin. Non, oui, mais c'est pour ça que ça bloque. Vous savez, c'est pour ça que ça bloque. Ça implique une banque centrale, ça implique de la transparence et ça implique de la traçabilité dans les flux financiers, dedans et dehors. Alors, on va avancer un petit peu. C'est un problème. On a parlé de l'économie et des finances. Je voudrais vous poser aussi une question. Non, je n'ai pas fini sur l'aspect... Rapidement, parce que je voudrais revenir sur Russie-Chine. Ça c'est l'aspect économique. L'aspect politique et comme organisation régionale de paix, ça pose un problème, parce que j'ai dit que la CEDEAO s'était risquée donc à maintenir et à prôner une politique de règlement, etc. Dans l'affaire du Niger en particulier, elle s'est complètement discréditée, parce qu'elle a fait des annonces en donnant un délai aux autorités, nouvelles autorités nigériennes, un délai d'une semaine, sinon il y aurait intervention armée. Et puis ils ont reporté, puis ils se sont rétractés. En fait, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi la CEDEAO n'est pas en mesure de mener une action militaire armée, opérationnelle, parce qu'elle attendait que la prenne en charge un certain nombre de problèmes logistiques, financiers et autres. Alors, et comme ça ne s'est pas fait, la CEDEAO n'est pas en mesure d'envoyer une mission de paix. On va revenir sur le désengagement français avec Hicham Hafid rapidement, puisque vous avez déjà écoulé un temps de parole. L'intérêt géostratégique, géopolitique des trois grandes puissances. On va laisser Israël, Turquie, Chine, Japon, etc. On va rester sur les Chinois, les Américains et les Russes. L'intérêt géostratégique qu'ils ont à venir un peu se précipiter dans la région. Les intérêts des trois pays, des trois grandes puissances que vous avez évoqués, relèvent de registres différents. Je ferai une distinction entre la Chine et les États-Unis d'un côté et les États-Unis et la Fédération de Russie de l'autre. La Chine, c'est le business, c'est les affaires. La Chine n'a aucun projet d'influence sur le fonctionnement des institutions, sur les avancées ou non de la démocratie, etc. Elle fait des affaires et elle les fait bien. Et c'est une politique également d'occupation de terrain. Vous savez qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers d'hectares qui sont pris par les Chinois, notamment au Soudan et ailleurs, des terres agricoles, et donc c'est une sécurité. En revanche, pour ce qui est de la Fédération de Russie et des États-Unis, évidemment, on retrouve la bipolarité, la concurrence entre ces deux grandes puissances. Elle est historique, la guerre froide. Elle se prolonge avec un changement qualitatif, me semble-t-il, pour ce qui est de la Russie, c'est-à-dire c'est une militarisation de l'influence depuis une dizaine d'années, depuis l'opération Wagner, donc, etc. Militarisation, sauf prétendument privée, mais le groupe Wagner, on le sait, il est relié au Kremlin, tout le monde le sait maintenant, il est même dans le budget officiel de la Fédération de Russie. Et donc il y a là quelque chose d'important, parce que c'est le redéploiement de la Russie sous une forme militaire, en même temps qu'économique, militaire, dans le continent, pour un certain nombre de matières premières que vous avez évoquées qui sont stratégiques, et aussi pour faire pièce et contrecarrer les influences
et de la Chine et des États-Unis et d'autres acteurs. Voilà le changement. Quand vous dites contrecarrer les influences, je pensais que vous allez le dire, c'était aussi se réserver ou s'assurer d'un nombre de voix intéressant dans les aréopages internationaux, que ce soit à l'ONU ou ailleurs, Organisation de la Santé. Vous me permettez de dire que c'est secondaire. C'est secondaire, le nombre de voix, l'ONU, vous savez, c'est pas décisif. Pourtant, on a vu l'importance des résolutions de l'AG contre la Russie. Mais c'est une résultante. On a vu le travail de lobbying. C'est une résultante pour ce qui est d'une influence au niveau du vote. Mais fondamentalement, c'est la présence de la Russie qui est importante en Afrique sous forme militarisée. C'est ça que je voulais dire. On est d'accord. Rapidement, Abdeltif Komat, l'intérêt économique. Est-ce que ces puissances ont un intérêt économique? Alors, on sait que les Chinois sont pour le business. La Russie, la Russie se sert, on le sait. Et puis les États-Unis, quel est l'intérêt économique? En fait, l'intérêt économique, je dirais, c'est un signal positif pour l'Afrique. Ça veut dire qu'en fait, il y a un potentiel, qu'il y a un développement à construire. Déjà, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il y ait une concurrence entre ces puissances, c'est à l'avantage de l'Afrique, parce qu'autant il y a de la concurrence, autant on peut négocier, on peut construire un partenariat, je dirais, bâti sur des éléments objectifs. Alors maintenant qu'il y a l'intérêt économique, c'est vrai, l'intérêt économique, il est énorme. L'intérêt économique, bien sûr, aujourd'hui, l'Afrique est un grand continent, avec sa jeunesse, avec ses ressources, etc. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, les grandes puissances, il y a cette compétition. Alors, bien sûr, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Saimi a évoqué le cas de la Chine. Bien sûr, l'approche de la Chine est différente de l'approche de la Russie. Celle des États-Unis est différente, etc. Mais je dirais, c'est à l'avantage de l'Afrique. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Afrique développe sa capacité de négociation, sa capacité, en fait, de se faire prévaloir de ses compétences, de ses richesses. Et justement, peut-être, la solution, c'est tout d'abord de développer les relations sud-sud. On a évoqué la question de l'intégration économique, il y a la question de l'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on peut admettre qu'entre deux pays voisins, pour se déplacer d'un pays à un autre, il faut parfois aller jusqu'à Paris pour prendre l'avion pour aller dans un autre pays en Afrique. Et donc, c'est à ce niveau-là que l'Afrique, il doit bien sûr travailler sur elle-même, qui va lui permettre justement de profiter de cet engouement justement pour son potentiel économique. Mais l'intérêt, il est là parce que l'Afrique regorge de potentialités sur le plan démographique. Il y a ce qu'on appelle le dividende démographique qui est fondamental. L'Europe vieillit. Aujourd'hui, il y a des pays de l'Afrique du Sahel où 65% de la population a moins de 25 ans. Donc c'est l'avenir, c'est la force de travail, c'est de la créativité. Et donc tout cela, c'est à l'Afrique de se prendre en charge et de profiter peut-être de cet engouement. Alors, est-ce qu'il y a une question un peu large, je ne sais pas ce qu'elle vaut, cette question, depuis des dizaines d'années, depuis les indépendances, les économies de ces pays de la zone Sahel sont marquées par la présence française, donc sont structurées autour d'une économie française, de structures françaises, peut-être même d'institutions françaises. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est aisé, est-ce que c'est possible de switcher, comme on dirait en bon français, d'une influence à un autre cadre de travail économique? Quand il y aura le désengagement français, on se désengage aussi avec les entreprises. Comment ça se passerait? Oui, votre question est un peu complexe. Si aujourd'hui il y a un sentiment croissant d'anti-politique française qui se propage en Afrique francophone et qu'il y a un retrait en quelque sorte de la France, bien sûr à cause de certains événements politiques ou à cause de l'évolution du régime, de certains régimes sur place, nous avons vu. Je crois que sur le plan économique, il ne sera pas évident que bien sûr le retrait sera favorable, bien évidemment, dans le volet économique ou le volet des affaires. Donc parce qu'il y a une sorte de dissociation entre le volet politique et le volet économique, parce que les intérêts communs. On ne pourra pas du jour au lendemain exclure une grande entreprise qui embauche, qui recrute énormément de la population jeune africaine et ainsi de suite. Par contre, il pourra retarder la création de certains entrepreneurs français, la création de nouvelles installations. Retarder un peu la création ou l'installation de certaines nouvelles entreprises en Afrique. Et il y a un autre problème, vous l'avez
que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Justement. Effectivement. Et ça pourrait être la raison d'une forte concurrence entre les grandes puissances, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la part de la France a baissé fortement, en passant de 18% en 10% en 2002 à 3% aujourd'hui, en 2023, la part dans le commerce, bien sûr, africain, alors que la part de la Chine, du marché de la Chine, est passée de 3,4% à 18% aujourd'hui. Donc, une évolution considérable. D'autres facteurs qui peuvent bien évidemment retarder ou renoncer certains entrepreneurs français, c'est l'incertitude qui se trouve aujourd'hui en Afrique d'une manière générale, bien sûr relative bien évidemment au processus de développement, relative également au changement climatique et relativement à la capacité au pouvoir d'achat du citoyen africain. Alors il nous reste une petite poignée de minutes, 3 pour être précis, 1 minute chacun, messieurs. Le rôle économique et culturel que peut jouer le Maroc dans cette Afrique en pleine effervescence. Je commence par vous, Hicham Hafid, très rapidement. Vous savez qu'on a l'impression que depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a su bâtir une véritable politique africaine, multidimensionnelle, multiniveau et multi-acteur. Donc, qui prend la dimension culturelle, la dimension cultuelle, la dimension humanitaire et la dimension. Donc c'est une véritable politique solide qui résiste au choc externe, qui résiste également à tous ces mouvements politiques et ainsi de suite, des changements politiques. Donc je pense que le rôle économique, bien évidemment, ça pourrait être un rôle extrêmement important, surtout sur le plan économique et culturel. Abdeltef Komat. En fait, le Maroc est un pays qui a toujours été ouvert sur l'international. Mais aujourd'hui, on diversifie nos partenaires. Vous savez qu'à un certain moment, c'était pratiquement avec l'Union européenne qu'on avait l'essentiel dans nos échanges, notamment sur le plan financier, sur le plan économique. On a commencé à nous diversifier pour aller vers d'autres régions. Mais je crois que la destination Afrique, aujourd'hui, elle est stratégique. D'ailleurs, ça a été dit par Sa Majesté et depuis son intronisation. En fait, cette orientation vers l'Afrique, aujourd'hui, c'est pratiquement, je dirais, la destination privilégiée. Et donc, les fondamentaux, ils sont posés, les visites royales. Aujourd'hui, la présence de grandes entreprises marocaines, notamment financières, mais également industrielles et autres, ont mis en place les bases. Aujourd'hui, on est en train de concrétiser des projets concrets en termes d'investissement, en termes financiers, et je crois que le Maroc a un rôle énorme à jouer. C'est d'ailleurs ce qui donne de la force au Maroc comme une plateforme aujourd'hui convoitée par d'autres puissances pour être leur relais vers l'Afrique. Et donc, bien sûr, le rôle du Maroc, il est central. Le temps qui nous est imparti est écoulé, mais vous avez 30 secondes, Moustapha Sahimi, pour répondre à cette question, si cela vous est possible, ça le devrait. C'est possible. Allez-y. D'abord, le Maroc a une politique de non-alignement et de multi-alignement. Le Maroc a des atouts. Une doctrine, la coopération sud-sud, il a une vision du développement et il a un troisième atout. La Coupe d'Afrique qui a été décernée au Maroc il y a quelques jours. Absolument. Et troisième atout du Maroc, le leadership royal est extrêmement important avec le modèle société marocain qui est un modèle ouvert, tolérant, démocratique. Ça, c'est beaucoup. Et avec une entreprise comme OCP qui transforme au lieu de vendre la matière première. Hicham Hafid, merci. Abdeltef Komat, merci. Moustapha Sahimi, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.